toujours à Bruxelles pour un nouvel opus de Liber Mundi avec Étienne Schrader. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors nous sommes donc sur la Grand Place pour une petite balade et avant je voudrais qu'on se remémore un peu votre travail, notamment votre travail d'auteur de bande dessinée sur un ouvrage que vous avez publié qui traite d'alchimie, ça va être un des sujets du jour, qui s'appelle La couronne de papier en papier doré. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette bande dessinée un peu atypique, on va dire? Mais écoutez, c'est un album qui date déjà aujourd'hui puisque il est sorti en 1998 aux éditions Casterman. Et si je me souviens bien, mon intention à ce moment-là, en parlant d'alchimie, était de considérer la démarche philosophique alchimique comme une métaphore de ce que j'avais personnellement vécu à travers ma consommation effrénée d'alcool. Donc je voyais d'abord, première image, l'alcool, le feu liquide, et deuxième image encore plus importante, la renaissance après la destruction. J'ai alimenté tout ça de symboles propres au grand art, de symboles avérés, de recherches aussi bien au niveau de la psychanalyse qu'au niveau de l'histoire des sciences, qu'au niveau de l'histoire de l'alchimie. Je me suis fait aider par des spécialistes et cela a donné la couronne en papier doré dont certains lecteurs, parce qu'il n'y en a pas eu des milliers, certains lecteurs cherchent encore aujourd'hui la clé. Mais si je peux leur suggérer un moyen de trouver la clé définitive, c'est dans un autre album chez le même éditeur qui s'appelle celui-là Amère Saison. Et si on met les deux en regard l'un de l'autre, eh bien tout s'explique. Voilà, on a le côté effectivement comme si vous aviez traversé votre propre œuvre noire finalement. Et comme chez Jung, le mandala ou le dessin vous a permis finalement de mettre ça à distance et de trouver du sens, c'est ça un peu ou pas? J'aime bien le terme œuvre noire, oui. J'ai traversé mon œuvre noire. Alors peu de temps, enfin beaucoup de temps après, c'est-à-dire il y a quelques ans, vous faites dans le cadre d'un ouvrage Chronicas édité par la Maison Autrique, vous allez remettre en image la Grand Place que l'on va explorer. Alors qu'est-ce que c'est que ce travail graphique que vous avez fait en collaboration avec un auteur étranger? C'est assez original, vous pouvez nous en parler un petit peu? Eh bien, comme quoi les démons reviennent à la première occasion. Dans Chronicas, l'affaire est encore plus bizarre, puisque j'avais demandé à un de mes élèves de la Havane, donc un dessinateur cubain, de faire quelques pages, de dessiner quelques pages sans texte sur Bruxelles. Et il a choisi la célébration de l'Homegang sur la Grand Place. Et je l'avais assuré qu'il ne devait pas s'occuper des décors, que j'allais m'en charger. Le moment venu, lorsque j'ai eu les décors à ajouter sur ces planches, je suis revenu à ce parcours alchimique de la Grand Place que j'adore et que j'ai découvert il y a vraiment plusieurs décennies. Donc je me suis amusé à retracer les éléments principaux des 7 étapes de l'opération alchimique, des 7 étapes par la voie courte du grand œuvre. Alors qu'est-ce qui a nourri finalement votre connaissance de l'alchimie? Comment vous êtes rentré plus en avant pour arriver à faire ce travail de vulgarisation là? Ça s'est produit en 2 temps. Encore une fois, 2 temps séparés par des dizaines d'années. C'était d'abord la découverte de Bruxelles mystérieux de Saint-Hilaire, un livre qui a eu beaucoup de succès à l'époque de sa parution et qui depuis a été combattu de toutes les manières possibles et imaginables, mais qui moi m'a fait encore plus aimer ma Grand Place de Bruxelles, quelle que soit sa valeur historique, quels que soient ses fondements scientifiques. À vrai dire, je n'y accorde pas beaucoup d'importance aux 10 fondements. Et ensuite, un autre ouvrage consacré aux collections d'instruments scientifiques du 18e de l'université de Coimbra. Cet ouvrage aussi date de plusieurs décennies et là j'ai eu à travailler sur la science telle qu'on la concevait au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, science et alchimie étaient
bien plus que cousine. Oui, il y a eu une séparation après, mais avant, des gens comme Newton, ils étaient les deux, c'est ça un petit peu. Bien sûr. C'est aujourd'hui un fait notoire que environ un quart ou un tiers des travaux de Newton concernent ce que l'on sait sur les lois de la gravitation universelle, etc. Tout le reste de son œuvre concerne l'alchimie ou bien les prophéties bibliques. Voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui, quelle approche vous avez? Vous avez une approche qui concilie justement le côté historique et le côté légende, vous les opposez? Comment vous allez nous donner votre lecture de la Grand Place, mais quel est votre angle d'approche finalement sur cette question des symboles? On voit des symboles partout, alors comment vous dépatouillez de ça Moi, de façon très simple, je n'exclus rien. Les symboles que l'on peut voir et qui fourmillent sur les façades de la Grand Place ont quasi tous une origine historique, pour certains avérée, qui n'a rien à voir avec le grand art. Mais ces symboles ont été édifiés principalement au XVIIIe siècle et le regard du XXIe siècle qu'on jette dessus est un regard scientifique, certes, historique, certes, mais selon nos conceptions actuelles, personne ne peut jurer qu'à l'époque où ces symboles ont été placés sur la Grand Place, ils n'avaient pas dans la tête de ceux qui les confectionnaient, qui les baptisaient, ils n'avaient pas un autre sens que celui que l'on s'accorde à leur donner aujourd'hui. Mais un sens qui serait donné justement par les symboles qu'ils représentent, c'est ça alors du coup? Les symboles et aussi la possibilité que tout spectateur ou tout lecteur averti a de donner à tout symbole une multitude de sens et de choisir celui qui lui conviendra le mieux. Un symbole est par définition soumis à plusieurs interprétations. Sur la promenade que nous allons faire là, en amont, est-ce que du coup il y a quand même un plan, un ordre derrière tout ça? Alors, quel serait le plan de la balade si on a un? Écoutez, je me réfère au plan établi par Saint-Hilaire et que d'autres, à sa suite, ont repris, étoffé, augmenté. Et pourquoi pas, ce plan en vaut un autre. Donc c'est le plan qui illustre les 7 opérations du Grand Prix. Et qui correspond à 7 groupes de maisons. Par un heureux hasard, en effet, la Grand Place est divisée en 7 groupes de maisons bien distincts. Alors, est-ce qu'on retrouve les 3 étapes de l'alchimie dans les 7 groupes de maisons un petit peu? Ça se recoupe? On retrouve les 3 étapes, vous voulez dire? Les 3 couleurs, peut-être les rappeler pour le public qui n'a pas très... On retrouve en tout cas l'œuvre au noir, on retrouve l'œuvre au rouge, on retrouve l'œuvre au blanc. Alors, mais pas toujours dans le bon ordre. Pas toujours dans le bon ordre. Alors, est-ce que, en quelques mots, pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'alchimie, peut-être dire quand on parle de ces œuvres et de ces couleurs, de quoi parle-t-on pour vous aujourd'hui, là où vous en êtes de votre recherche? Ça vous parle de quoi ces 3 couleurs et ces 3 phases? Je dirais principalement, mais là sur un mode plus philosophique qu'opératoire, si on considère les étapes depuis la calcination jusqu'à la sublimation et en fait terminée par une forme de synthèse dans l'aboutissement de l'opération, pour moi ça correspond à une renaissance qui nécessite au préalable une destruction quasi complète. Donc je crois beaucoup à ce principe de nouvelle naissance après destruction. Bien, et on va aller voir ça en pratique. Merci. Alors, Étienne, quelques éléments historiques pour se repérer sur l'histoire de cette place qui attire beaucoup de monde. Alors très brièvement, l'existence de ce qu'on appelle la Grand Place est attestée depuis quasiment le Moyen-Âge, depuis le XIIIe siècle. Mais son nom véritable, qui est d'ailleurs conservé en néerlandais,
est la place du marché, le grand marché. Hein, donc Grote Markt et en bruxellois, Nedermet, ça veut dire le marché d'en dessous. L'appellation Grand Place va apparaître beaucoup plus tard, suite à la destruction complète de la Grand Place par un bombardement ordonné par Louis XIV en 1696 et effectué par le maréchal Villeroy. Avant cela, la Grand Place était surtout industrielle, des baraques en bois, certaines en pierre, des commerces, des entreprises, des métiers, et tout cela a été complètement détruit. Donc la ville de Bruxelles en a profité pour reconstruire en un temps record, parce que la reconstruction a pris environ 3 ans, donc à partir de 1697, et de tout construire sous contrôle de la ville quant à la qualité et à l'ornementation des façades. Les façades, évidemment, participent de styles très différents. Il y a de nombreux architectes, il y a de nombreux maîtres d'œuvre. Tout ce que la Grand Place peut démontrer historiquement à l'heure actuelle, c'est l'incroyable richesse qui existait à Bruxelles à cette époque, parce que chaque immeuble avait son propriétaire privé, soit c'était la maison d'un métier, la maison d'une corporation, voire même des maisons strictement privées. Donc il fallait énormément d'argent pour mener à bien cette reconstruction, malgré que la ville ait levé toutes les taxes sur les matériaux de construction durant cette période. Donc la Grand Place, telle que vous la voyez actuellement, date du 18e, et certains éléments, comme la Maison du Roi derrière moi, datent de la fin du 19e, Maison du Roi qui n'a jamais vu le roi en fait. C'est l'ancienne halle au pain. Il y a eu une restauration dernièrement du roi d'Espagne, il y a 2-3 ans je crois, c'est ça? Oui, il y a plusieurs... la restauration s'est faite, elle a duré très longtemps. Restauration qui consistait surtout en un nettoyage des pierres, pose de nouvelles dorures, donc toutes les ornementations sont dorées à la feuille. Les pierres étaient très abîmées, moi je me souviens de la Grand Place complètement noire. Les voitures s'y garaient d'ailleurs. On avait le plus beau parking du monde à l'époque. Et tout cela, bien sûr, a esquinté beaucoup la qualité de notre place. Donc, sur plusieurs années, on l'a remise à neuf, y compris l'archange Saint-Michel, la girouette qui surmonte la flèche de l'hôtel de ville. Alors, c'est un lieu populaire. Il se passe beaucoup de choses dans l'année. Quelles sont les grandes manifestations qu'on peut voir Heureusement, c'est resté autre chose qu'une attraction pour touristes, malgré son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Durant toute l'année, il s'y passe soit des concerts, soit des petits festivals, ou même des gros festivals comme le Festival de la bière. Traditionnellement, c'était aussi l'endroit du marché aux oiseaux, mais les organismes de protection animale ont mis fin à tout ça. C'était aussi la place du marché aux fleurs. Tous les dimanches se tenait un marché aux fleurs, et c'est sans doute cela que commémore le tapis de fleurs traditionnel que vous voyez en ce moment. Bien Étienne, première étape de notre petite promenade, nous sommes devant une église. Alors qu'est-ce donc que cette église? Il s'agit de l'église Saint-Nicolas. Et je pense que tout le monde connaît la légende de Saint-Nicolas. Le Père Noël? Qui est devenu un peu le Père Noël, ouais. C'est ça, qui est notre Père Noël d'Europe du Nord. Et protecteur des enfants. Pourquoi? Parce que la légende veut qu'il ait ramené à la vie 3 enfants qu'un boucher très mal intentionné avait tués, découpés en morceaux et jetés dans la saumure. Donc, à partir de cette horreur, de cette soupe horrible, le brave Saint-Nicolas
est parvenu à ressusciter les 3 enfants. On peut déjà trouver là un symbole alchimique assez fort, mais le plus frappant peut-être de l'église Saint-Nicolas, c'est que c'est la seule église de Bruxelles où les maisons sont encore, les habitations particulières sont encore accrochées à la façade. Et si vous faites attention à l'occupation de ces maisons, vous voyez qu'il s'agit exclusivement de bijoutiers. Ah, on fabrique de l'or. Ah. Et d'ailleurs, la maison qui est derrière moi s'appelle The Gold Heuve. Traduction? Gold, c'est l'or. Ah oui, l'or. Ces bijoutiers avaient leurs échoppes jusqu'à la Grand Place. Si bien que dans le langage habituel bruxellois, on ne parle jamais de la rue au beurre, qui est le nom officiel de la rue, mais de la rue des bijoutiers. Tout le monde sait où elle est. Bon, progressivement, certains bijoutiers ont été remplacés par des échoppes à vocation touristique, hélas, mais les bijoutiers principaux sont toujours restés accrochés à l'église Saint-Nicolas. Et on peut y voir une sorte d'entrée vers la Grand Place alchimique. Oui, alors l'idée que c'est une métaphore, pour ceux qui ne connaissent pas, de la fabrication de l'or alchimique. Oui. Ah, ça serait quoi l'or alchimique, justement? C'est pas de l'or matériel, ça serait Ce ou n'est pas? pas normal. L'or alchimique est en nous, il suffit de le trouver. Et pour ça, nous allons un petit peu voir la Grand Place. Nous donnerait peut-être quelques pistes pour trouver l'or alchimique, c'est ça la suite ça... On peut l'espérer là. Allons-y. Démarrons notre promenade sur la Grand Place. Alors, quelle est la première maison que nous allons observer? Plutôt que de maisons, dans le parcours de la Grand Place, il vaut mieux parler de groupes de maisons. Il y en a exactement 7. Alors, nous sommes devant le premier groupe de maisons, au nord de la Grand Place, qui correspond à la première étape, à l'œuvre au noir, à la calcination. La maison du Pan, avec un superbe pan doré en enseigne, évoque le feu. Le feu, selon l'expression alchimique, qui ne me revient pas, en tout cas le feu important. Une autre statue, peut-être soit une statue de Vierge Marie, encadrée de 2 cornes d'abondance, mais cela peut être aussi Sainte-Barbe que les marins considéraient comme la protectrice des poudres, que les alchimistes considèrent comme leur patronne. Bref, Sainte-Barbe est intimement liée au feu. Donc nous sommes vraiment dans l'étape de la calcination, la destruction. Oui. Une autre maison, mais nous sommes toujours dans l'étape de l'œuvre au noir, nous sommes toujours dans la calcination. Des groupes d'enfants apparaissent en bas-relief et des groupes d'enfants, il y en aura encore d'autres sur la Grande Place. Mais un de ces groupes tient entre ses mains, ou du moins un enfant tient entre ses mains un aume. Le aume, donc symbole de la Tanor, symbole du fourneau, cela conclut le premier groupe de la calcination. Bien sûr, on pourra objecter que scientifiquement, historiquement, ce aume signalait simplement la présence dans cette maison d'un armurier. Tout comme on pourra objecter que le pan n'était qu'une enseigne de restaurant. Tout comme on pourra objecter que la soi-disant Sainte-Barbe n'est en fait qu'une illustration de la Vierge Marie et beaucoup de maisons sont dédiées à la Vierge Marie. Chacun de ces symboles trouve aussi une source historique dans les faits. Groupe de maisons maintenant. Alors qu'est-ce que représente ce groupe? Alors ce groupe est censé représenter la seconde étape, celle de la sublimation, c'est-à-dire après la calcination, le passage de la matière à l'état gazeux. Sur ce groupe de maisons, 3 indications très claires, Anne et Joseph, le principe mâle
plutôt dans l'autre sens, le principe femelle, Anne, et le principe mâle, Joseph, et le cerf, sous-entendu le cerf-volant. Ouais. Plus intéressant peut-être encore est une maison qui a conservé toute son importance, la Chaloupe d'Or. La Chaloupe d'Or est actuellement un restaurant bien coté à Bruxelles. On peut y voir encore une effigie de Sainte-Barbe selon certains, donc la véritable Sainte-Barbe se trouverait sur la Chaloupe d'Or, mais rien n'est avéré. Et l'édifice est dominé par une statue de Saint-Boniface qui, selon les uns, n'est que la transfiguration chrétienne d'un personnage alchimique, selon les autres, est le véritable Saint-Boniface qui a été très actif à Bruxelles. En tout cas, pour appuyer les tenants de la thèse rationaliste, sous Saint-Boniface se trouve une inscription latine qui signifie en substance « Cet immeuble a été reconstruit suite à la destruction furieuse de l'armée française ». Donc on revient toujours à cette destruction de fin du XVIIe siècle par les armées de Louis XIV. La Chaloupe d'Or, un nom très évocateur évidemment. Donc on peut bien entendu lui donner des significations alchimiques à la chaîne, si je peux me permettre cette expression. À noter aussi qu'à un certain stade, les interprétations alchimiques et les interprétations maçonniques de la Grand Place se recoupent. Certains rites d'initiation sont effectivement relativement semblables et que ces interprétations, comme toujours, sont combattues par les tenants des thèses historiques et rationalistes, mais il n'empêche que la Chaloupe d'Or a été, et est sans doute encore, le lieu de réunion favori de tous les gros entrepreneurs bruxellois. C'est comme une tradition. Tout ce qui se construit, se détruit à Bruxelles est souvent décidé dans les salons privés de la Chaloupe. Que faut-il y voir? Je n'en sais rien, mais j'aime bien ça. Maintenant, nous sommes devant la Maison du Roi, au centre de la Grand Place. Alors, dans le dispositif que tu décris, qu'est-ce que ça nous donne, cette maison? Après la calcination et la sublimation, l'étape de la conjonction, l'union des principes mâle et femelle, les noces chimiques, le roi et la reine, dans le palais, autrement dit, dans la maison du roi. Voilà la signification alchimique de cet édifice. Maintenant, pour rompre le charme ou alimenter la réflexion, nous sommes en réalité devant l'ancienne halle au pain, qui a été entièrement reconstruite et surtout réinventée par l'architecte Jamard à la fin du XIXe siècle. Elle n'a de maison du roi que le nom. Le roi des Belges n'y a jamais mis les pieds. Aucun roi des Belges. Le roi auquel on fait référence est encore et toujours Charles Quint. Mais cette maison royale porte un nom un peu injustifié. Et l'alchimie est l'art royal, alors effectivement il y a du donc, royal. L'alchimie lui a donné un tout autre sens. Et c'est un édifice remarquable dans sa conception. Et qui attire beaucoup de monde parce qu'on visite un musée aussi, je crois, c'est ça? C'est le musée de la ville de Bruxelles, qui pendant longtemps a été un petit musée poussiéreux, mais qui, ces dernières années, fait vraiment preuve de beaucoup d'imagination, beaucoup de goût, et retrace de façon très attractive toute l'histoire de Bruxelles. Il mérite réellement le déplacement pour ses expositions temporaires, tant que pour ses expositions permanentes. Et pour la vue qu'on a sur la Grand Place, et l'hôtel de ville dont on va parler tout à l'heure, parce que là c'est quand même, on a vu sur quelque chose de fondamental. C'est l'aboutissement. Alors nous sommes maintenant devant un nouveau groupe de maisons à l'entrée de la Grand Place. Alors de quoi s'agit-il là?
Alors nous sommes devant la 5e étape, l'étape de la coagulation. Mais en réalité, ces maisons et leurs symboles font aussi clairement référence à leur utilisation au Moyen-Âge, au XVIIe et au XVIIIe siècle. La maison de la Louve, donc avec ce bas-relief qui est la transposition de la Louve de Rome, est la maison de la corporation ou de la guilde des archers. Il y a des carquois et des flèches partout dans la décoration. La maison suivante, dont l'emblème est un cornet ou une corne de brume, est la maison des bateliers. Et ainsi de suite. Il ne faut jamais oublier que ces maisons étaient les lieux de réunion des corporations et des guildes. La puissance économique et politique de Bruxelles à cette époque-là, de Bruxelles comme de toutes les villes des anciens Pays-Bas espagnols. Il en subsiste encore des traces certaines actuellement. Lorsqu'on dit Bruxelles, Bruxelles c'est la réunion de 19 communes indépendantes. Il n'y a pas une seule commune de Bruxelles, il y en a 19. Nous sommes ici sur la commune de Bruxelles-Ville. Intense. Et alors sur le plan symbolique, il y a une continuité avec cette louve, ces enfants, comment... Les groupes d'enfants, comme je l'ai dit en début de visite, sont omniprésents dans la Grande Place. C'est une constante dans l'ornementation d'époque et ces enfants, bien entendu, ouvrent eux aussi la porte à la symbolique alchimique. Dans la première maison du groupe, on voit des enfants qui se livrent à des opérations qui peuvent être clairement identifiées comme des opérations alchimiques. Mais la constante des enfants correspond aussi au goût de l'époque. Il y en a réellement partout et l'enfant des enfants, l'enfant ultime, c'est bien sûr le Manneken Pis qui jouxte la Grande Place comme le Sphinx jouxte la Grande Pyramide. Et la corne d'abondance, ça serait le résultat des opérations Résultat des opérations et en même temps signe incontestable de l'incroyable richesse commerciale. Un estaminet fameux, le roi d'Espagne. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? D'un point de vue alchimique, le roi d'Espagne fait toujours partie de cette 5e étape de la coagulation. Le lieu, comme le nom l'indique, est dédié au roi d'Espagne, dont on voit une effigie à peu près à mi-hauteur, une effigie avec une légende en patois brabançon, au-dessus d'une autre effigie plus religieuse qui, elle, est commentée en latin. Donc les deux se conjuguent. Typiquement de Bruxelles, les langages se mélangent. Le latin aussi bien que le patois brabançon qui trouve ses racines dans la langue flamande. Mais le roi d'Espagne, pendant des années, a été connu d'abord comme le lieu favori des agapes, non pas franc-maçonnes, mais estudiantines. Les caves du roi d'Espagne ont résonné pendant des années des chants d'étudiants. C'était le rendez-vous quasi obligatoire. Et l'estaminet ou la taverne proprement dit était le rendez-vous du petit monde de la bande dessinée à Bruxelles. Je me souviens qu'au début du magazine à suivre des éditions Casterman, comme la rédaction n'avait pas de locaux à Bruxelles et était située à Paris, eh bien les remises de planches et les discussions se faisaient au roi d'Espagne. Et certains éditeurs ont continué encore pendant des années à donner leur rendez-vous au roi d'Espagne. Donc ce lieu a vu défiler des planches et des planches aujourd'hui bien sévères. Je ne parle pas des miennes.
Étienne, nous sommes à l'extrémité de la Grand Place et là je crois qu'on change de couleur. Après le noir, on passe Au blanc. Ah, qu'est-ce à dire? Alors là, nous sommes dans l'œuvre blanc. On approche tout doucement de la fin des opérations. Une fois de plus, les symboles fourmis, la balance tenue par les angélos, la bourse, un symbole que certains reconnaissent comme étant franc-maçon parce que dédié aux bâtisseurs et aux architectes. Mais ce qui est plus sûr, c'est que c'est un bâtiment qui a toujours abrité la finance et les questions d'argent. Et donc on blanchit de l'argent dans l'œuvre blanc, non? C'est ça l'idée? Pourquoi pas? Métaphore, hein, voilà. Métaphore rosée. Alors, Nous avons un pot, oui. un pot d'étain, et ensuite nous avons un moulin sur une colline. Ce sont des symboles, encore une fois, où personnellement je vois plusieurs significations. Le pot contient le liquide, le moulin, puisqu'il s'agit d'un moulin à vent, est actionné par l'air. Le moulin transforme la matière entre deux meules de pierre. Nous voyons là les trois éléments réunis en deux symboles, le liquide, l'air, la terre. Une fois de plus, explication historique. Oui, Bruxelles est construite sur des collines et sur ces collines, il y avait des moulins à vent. On a une étape de l'œuvre blanc qui est symbolisée par cette maison. Ça serait quelle étape? À mon sens, c'est surtout la balance qui symbolise cette étape, puisqu'il s'agit de l'étape de la rectification. Donc, tout remettre en ordre, tout rendre droit. Et la balance exprime le dosage exact de la matière pour arriver au résultat final. Donc, c'est pour moi l'image principale de cette étape de rectification. Oui, alors, rééquilibrage entre la partie matérielle et la partie spirituelle de l'être, c'est ça un petit peu? Aussi, quelque part dans le... Rééquilibrage aussi, et peut-être cela répond-il à ce qui se trouve derrière moi, la roue de la fortune et l'ermitage. Nous avons d'un côté le symbole universel de la roue de la fortune matérielle, mais d'un autre côté l'ermitage, la fortune spirituelle. Donc passer de l'un à l'autre, alors peut-être un passage l'un avec l'autre, les deux sont côte à côte en tout cas, et sont dans d'égales proportions. Nous avons tourné à droite, nous avons rectifié en tournant à droite et on tombe sur un nouveau groupe de maisons qui symbolise encore une nouvelle couleur, c'est ça? C'est l'œuvre rouge, la 6e étape, l'étape de la fixation. Dans l'ordre, on peut voir aux façades de ce groupe de maisons les trois drapeaux, la rose, le cygne et l'étoile. Tous chargés évidemment de profondes significations alchimiques. Mais comme toujours, il y a une autre histoire. Le cygne, c'était une auberge qui s'appelait l'auberge du cygne. Elle était fréquentée par Karl Marx. Ah oui. La rumeur veut qu'une grande partie du Capital y ait été écrite. Et qu'est-ce qu'on voit juste à côté? L'étoile. Oui, la fraternité, tout ça, il y a une idée, oui, entre le... Ouais. En même temps, l'étoile en alchimie est omniprésente. L'étoile surmonte la maison ultime avant la dernière étape. C'est l'étoile à 6 branches, c'est ça? L'étoile à 6 branches. Donc la pierre philosophale, la conjonction des deux triangles. Ouais. Elle annonce la fin du grand œuvre. Mais il est quand même curieux que Karl Marx lui-même se soit promené sous cette étoile. Ouais. Voilà. Et vous, alors quel est parmi tous ces symboles, quel est celui qui vous parle le plus, celui que vous venez, parmi tous ceux que vous venez d'évoquer? Moi, c'est l'étoile. Alors pour quelle raison du coup? Parce que
Ça doit faire partie de ma culture inconsciente, à la recherche de l'étoile, l'enfant à l'étoile. Vous étiez fan de Jacques Brel aussi, qui suivait son étoile? Brel, bien sûr, et j'ai vu L'Homme de la Mancha, mais j'étais vraiment très jeune. Et là, vous portez une étoile à 5 branches. Et je porte une étoile En à 5 plus. branches. C'est l'étoile de l'Expo 58, l'expo du renouveau après la destruction, Et oui. après la destruction de la Seconde Guerre mondiale. Première exposition universelle après la guerre. Oui, il y a bien l'idée de toute façon dans l'œuvre rouge de renouveler, de passer à autre chose aussi, Même si mon symboliquement. étoile est noire comme celle de Bakounine. Et attention. Bien, alors là nous sommes devant le musée de la bière. Alors on peut raccrocher ça de façon historique, symbolique à notre histoire ou pas? Tout à fait, le musée de la bière n'est pas là par hasard, parce qu'il est dans l'ancienne maison des brasseurs. Une maison qui a changé plusieurs fois de nom. Elle s'est appelée rue de la Colline, donc toujours ces collines bruxelloises. D'ailleurs, la Grand Place n'est pas un terrain plat, la Grand Place est en légère pente. Après s'être appelée Maison de la Colline, elle s'est appelée rue de l'Arbre d'Or. On se rapproche de l'alchimie. Et enfin, elle est devenue la Maison des brasseurs. Et elle est surmontée par une statue équestre, c'est la statue de Charles de Lorraine. J'ai presque envie de dire l'homme par qui le scandale a éclaté. Charles de Lorraine était au XVIIIe le gouverneur général des Pays-Bas. Il était très attaché à la Belgique, il demeurait à Bruxelles, il a embelli la capitale de multiples manières et beaucoup voient en lui à la fois un grand alchimiste et à la fois un franc-maçon. Beaucoup d'interprétations alchimiques, beaucoup d'interprétations franc-maçonnes de la Grande Place tournent autour de cette personnalité de Charles de Lorraine. Je dis Charles de Lorraine n'est pas là pour rien. Charles de Lorraine indique en plus une direction. Donc si on suit l'axe de cette direction, on va encore découvrir d'autres mystères liés aussi bien à la maçonnerie qu'à l'alchimie, ou parfois aux deux à la fois. Mais cette statue de Charles de Lorraine a une histoire en elle-même. D'abord, elle s'est effondrée plusieurs fois. Elle a été fabriquée dans des matériaux peu résistants, jusqu'au moment où la ville de Bruxelles et la confrérie des brasseurs a décidé d'en faire une bien solide pour surmonter la maison de leur ville. Parce que Charles de Lorraine était peut-être alchimique. Vraisemblablement, il n'était pas franc-maçon. En tout cas, on n'a pas retrouvé l'appartenance de loge dans ses papiers. Mais ce qui est certain, c'est que Charles de Lorraine était un épicurien, un bon vivant, et qu'il adorait la bière. Et il était effectivement un mécène conséquent de cette maison de brasseurs, d'où sa statue qui la surmonte. On termine un peu par lui, parce que c'est vrai que c'est par lui que beaucoup de choses ont commencé. Les interprétations chères à Saint-Hilaire doivent beaucoup à Charles de Lorraine. Nous arrivons presque au terme de notre promenade, Étienne, devant l'hôtel de ville de Bruxelles. Alors que peut-on dire? On est toujours dans l'œuvre rouge. Qu'est-ce qui s'est passé de plus par rapport au bloc de maisons précédentes? Et là, on est devant le grand œuvre. On est devant, ou plutôt sous l'archange Saint-Michel, qui n'est que la version chrétienne du dieu Hermès, qui a donné son nom à toute la science hermétique, Hermès, hermétique. Saint-Michel, girouette, qui indique, en tout cas de Saint-Michel de Bruxelles, qui indique la direction du vent et qui est posé, selon une légende tenace, qui est posé sur une parcelle d'or alchimique. Et c'est un personnage qui est omniprésent dans votre bande dessinée dont on a parlé. C'est l'archange. Qui influence les gens de façon consciente ou inconsciente. C'est l'archange, c'est le messager des dieux, c'est le Hermès
trimégiste, c'est le tout. Et alors on parle du 1, on parle du tout, on parle du 3. Là, comment expliquez-vous que l'ouvrage est un peu dissymétrique? D'un côté on a 12 colonnes et de l'autre 7. Alors pourquoi cette dissymétrie? C'est un drame, cette dissymétrie. C'est ce qu'on fait croire à tous les touristes qui visitent Bruxelles. C'est que l'architecte de l'hôtel de ville, une fois son travail accompli, s'est rendu compte que la tour de l'hôtel de ville n'était pas au centre. Du coup, il a gravi les escaliers et s'est précipité du haut de la flèche de l'hôtel de ville sur le pavé de la Grande Place. En réalité, si l'hôtel de ville est dissymétrique, si les deux ailes n'ont pas la même longueur, c'est qu'il a été construit par deux architectes différents à deux époques différentes. Mais si on fait le compte, et en prenant comme point de départ l'arche sous Saint-Michel, donc sous la flèche, on arrive d'un côté au chiffre 7, de l'autre côté au chiffre 12. Donc les deux voies possibles du grand œuvre. La voie longue, 7, ça peut être 7 jours. Pardon, la voie courte, 7, ça peut être 7 jours, excusez-moi. Ou la voie longue, 12, ça peut être 12 mois, 12 ans. La voie humide, la voie sèche. Et en ajoutant un peu de numérologie, 7 et 12, 19, 9 et 1, 10, on enlève le 0, on arrive au 1. L'unité, le symbolisme, l'hermétisme. Donc la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, en tout cas en ce qui concerne la Grande Place. C'est ici que le parcours s'achève. Et l'aventure commence alors parce que Et l'aventure commence. Et pour ceux qui veulent, qu'est-ce que ça, finalement, pour les gens qui voient ça aujourd'hui ou pour vous, quel sens ça a dans votre vie personnelle de voir tout ça? Est-ce que ça vous inspire? Notamment, ça vous a inspiré quand même une bande dessinée? Qu'est-ce que, voilà. Je ne travaille pas exactement de cette manière dans la mesure où dans ce que je fais, il y a rarement ou pratiquement jamais d'inspiration directe. Les idées naissent par ricochet, mais ce qui est certain, c'est que je ne laisse pas passer une semaine sans me rendre dans le centre-ville et qu'à chaque fois que je me rends dans le centre-ville, je traverse la Grande Place. Et cela depuis vraiment bien longtemps. Je ne m'en lasse pas. J'ai connu cette Grande Place dans des états fort différents. Je l'ai connue complètement déserte. L'afflux des touristes, c'est un phénomène relativement récent. J'ai connu cette Grande Place avec ses lieux d'amusement. Je vous ai parlé du roi d'Espagne que je fréquentais comme tous les étudiants de ma génération. La Grande Place aussi, ça semble inconcevable, mais c'était un lieu rempli de dancing. Toutes les caves qui sont aujourd'hui des petits restaurants soi-disant traditionnels, c'était des boîtes de nuit. Il y avait plein de bistrots, et pas des bistrots de touristes. C'était vraiment des bistrots pour les gens du coin. Bon, à partir d'une certaine heure, le coin était relativement mal fréquenté. Mais ce que j'ai toujours apprécié, et que j'apprécie encore aujourd'hui dans son évolution, c'est que la Grande Place reste vivante. On n'en a pas fait un musée assez ouvert. Et ce que j'aime aussi, pour revenir un peu sur notre sujet, c'est de traverser l'hôtel de ville, par sa cour intérieure, parce qu'au centre de la cour intérieure, il y a encore une étoile, ou plutôt une rose des vents. Et tous les kilométrages, donc des routes qui mènent à Bruxelles, sont calculés à partir de cette étoile-là. Comme devant l'étoile de Notre-Dame de Paris, donc effectivement, il y a bien un lien entre ces différents ouvrages alchimiques un peu partout. Bien, merci pour la balade, Étienne, et puis bonne continuation. D'autres projets autour de la bande dessinée prochainement, ou d'autres Chronicas continue? Il y en a toujours, les projets sont toujours en cours, Chronicas continue, le prochain numéro va paraître dans quelques semaines. Toujours l'idée de voyager, de faire dialoguer des cultures différentes. C'est cela, Hein, autour du patrimoine. Merci.